Et les amis, nous sommes un jour de match et nous sommes surtout dimanche. Donc pour ceux qui se réveillent, je vous souhaite d'abord un bon dimanche, un bon week-end ou une bonne fin de week-end. Et aujourd'hui, donc on se retrouve pour la vidéo du matin et aussi pour le live de ce soir. N'oubliez pas, 19h45, on se retrouve sur la chaîne. Pour ceux qui n'ont pas mis encore leur like, eh ben, n'hésitez pas à aller sur le live ce soir, 19h45. Je vais vous montrer sur quel live je parle justement. Alors tout d'abord, les sujets du jour, donc ça sera bien sûr l'avant-match avec les compositions d'équipes probables du côté de l'équipe qui a changé plus ou moins sa compo. On va voir un petit peu, il y a des bizarreries dedans. Et du côté de la Provence, une équipe différente. Je vais vous donner la mienne et je vais vous donner mon avis avec l'article qui va parler un petit peu du jeu différent de l'OM et de Strasbourg. On va voir un petit peu aussi du côté de Strasbourg. Il nous détaille un petit peu ça. Alors du côté de Strasbourg, j'en ai parlé dans les dernières vidéos. Qu'est-ce qu'il y a comme particularité? C'est que c'est une équipe très, je rajoute plein de traits jeunes. C'était même peut-être la plus jeune en ce moment en Europe ou l'une des plus jeunes équipes en Europe, carrément. Voilà, donc ça fait quelque chose de particulier parce que c'est une équipe qui peut surprendre. Surtout offensivement, c'est la 4e attaque du championnat de Ligue 1. Par contre, défensivement, ils sont beaucoup dans la naïveté. Et oui, qui dit jeune, peut-être pas l'expérience de se placer comme il faut, peut-être à laisser des espaces derrière. Et ça, l'OM pourra en profiter, bien sûr, si on reste efficace. On va parler aussi dans cette vidéo d'un focus que je vais vous mettre en place et on va en parler ensemble, les amis. Avant de partir dessus, on fait le petit abonnement, le petit like, pardon, excuse-moi. Le petit like, le petit abonnement, la petite cloche, le petit commentaire en dessous, le partage. N'hésitez pas à donner de la force. Je ne vais pas le répéter juste en fin de vidéo, comme ça, je vous laisse tranquille pendant la vidéo. On y va tout de suite sur quoi? L'introduction. Et on se retrouve sur quoi? On se retrouve sur justement le live de ce soir. Les amis, nous sommes qu'à 24. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas bien grave. On peut monter. Voilà, la journée n'a fait que de commencer, pardon, de dimanche. Il nous reste encore jusqu'à 19h45 pour monter la barre de like que vous voyez. C'est là où il y a le petit pouce ici, à 24. Est-ce qu'on pourrait le monter, pourquoi pas, à 50? Allez. C'est une petite demande que je vous fais pour monter un petit peu la chaîne. Et d'ailleurs, je tiens à remercier la personne qui s'appelle Serge Dufay, qui vient de s'abonner à la team SHF. Merci à toi, tu feras partie, pourquoi pas, d'un prochain tirage au sort pour un maillot. Alors celui-là, je ne l'offre pas, c'est le maillot des 125 ans. Donc je vais le garder pour moi. Si j'en ai un disponible à offrir, je le ferai bien sûr pour Serge et pour d'autres encore. Les amis, on y va. On y va sur quoi? Sur l'actualité. On y va tout de suite. Allez, let's go cacao. Donnez de la force sur le live du match de ce soir. Je vous mettrai dans la description sous la vidéo. Mettez un petit like en partant. Voilà. Et en dessous, vous cliquez dessus et vous mettez un like, un partage, un commentaire, ce que vous voulez, comme le pronostic de Sanchez qui a mis prono. Victoire de l'OM, 3-1. But de Wai, Greenwood et Koné. Allez l'OM, tout simplement. Allez, on enchaîne les amis avec les résultats d'hier et d'avant-hier. Malheureusement, je pensais que les Monégasques allaient se faire accrocher. Ils étaient menés 1-0 par Montpellier. Mais malheureusement, ils ont gagné à la dernière minute. Donc 2-1 pour Monaco qui reste donc sur les traces du PSG. Et le PSG est premier, toujours avec la différence de but. On va voir le classement juste derrière avec les Strasbourgeois qui sont 10e avec 5 matchs, 1 victoire, 3 matchs nuls et une défaite. Vous voyez très bien qu'ils ont marqué 11 buts et 10 buts encaissés. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, ils sont vachement naïfs, mais ils marquent beaucoup de buts par leur efficacité et leurs jeunes attaquants, qu'on va voir un petit peu qui c'est ces jeunes attaquants. Et du côté de l'OM, bien sûr, on est sur le podium encore, mais on a perdu une place avec Monaco qui a gagné sa rencontre. Donc 16 points pour les Monégasques, 16 points pour Paris, différence de but plus 9. Donc en cas de victoire, l'OM repasserait au minimum deuxième. Après, si l'OM gagne par 6 buts d'écart, si on fait 6-0, on sera premier. Voilà, en faisant 6-0, on sera premier. En faisant 7-1, on sera premier. Quoi qu'il arrive, toute une victoire au-delà des 5 buts d'écart, c'est-à-dire que si on fait un 6-0 ou un 7-1 ou un 8-2 ou ce que vous voulez, eh ben on sera premier. Je ne pense pas qu'on gagnera jusque-là. Mais pourquoi pas revenir? Donc les Parisiens ont gagné 3-1. Pourquoi pas faire un 4-1 pour gratter un petit peu dans la différence de but? Ça va être difficile de les suivre. Mais pourquoi pas être pas loin d'être à égalité de eux quand on les rencontrera, bien sûr, le 27 octobre. Avant d'aller sur le 27 octobre, on continue sur cette rencontre et on va voir l'actualité et les petites informations avant la rencontre. Donc Bruno Blanza, qui travaille du côté de Bleu Provence, nous dit que quoi?
Info avant le déplacement à Strasbourg, demain soir, non, ce soir plutôt, à vivre avec passion sur Bleu Provence. 800 supporters olympiens dans le parcage visiteur, photo saison dernière. Donc ça c'est la saison dernière, vous voyez les supporters marseillais dans le coin. Donc il y aura 800 supporters olympiens, force à eux, qui se déplacent du côté de Strasbourg. Strasbourg c'est à l'autre angle de la France. Donc Strasbourg qui est un beau stade, qu'ils ont un beau stade du côté de la Méno. D'ailleurs, les supporters du côté du stade de la Méno, on les appelle souvent le Marseille du nord-est ou du nord, je crois, un truc comme ça. N'hésitez pas à me dire si je me trompe d'expression. Du côté d'une autre information, et comme vous l'adorez, l'OM jouera encore avec le maillot orange. Je ne l'ai pas encore, j'ai que le maillot blanc, le maillot bleu. J'ai même pas le maillot blanc à domicile. Eh ben, on va faire les petites emplettes. Voilà les amis, donc le maillot orange. Le maillot orange, on a gagné les 2 matchs qu'on a joué avec. Donc pourquoi pas, jamais 2 sans 3. Allez, on y va les amis, on va sur Geronimo Rulli qui sera titulaire dans les cages de l'Argentine lors du prochain rassemblement en l'absence d'Emiliano Martinez. Donc le gardien habituel sera suspendu je crois pour 2 matchs et ça sera donc Geronimo Rulli qui sera titulaire en espérant comme ils disent dans les commentaires surtout qu'il ne revienne pas blessé. Voilà, te blesse pas frère, bien champion, qui se blesse pas. Et oui, parce que c'est notre gardien titulaire, il fait un excellent début de saison. Alors certes, oui, on a un gardien qui, pourquoi pas, pourrait amener aussi du bon niveau, parce que je parle de Delange, bien sûr, on ne l'a pas encore vu à l'œuvre. Mais vu qu'il est bon en ce moment, gardons les meilleurs joueurs sur le terrain, et Rulli fait partie des meilleurs. Allez, on enchaîne les amis avec un autre joueur qui fait partie des meilleurs. Vous le savez très bien, c'est mon chouchou du début de saison. Même si je ne suis pas dans le système des groupies des footballeurs, vous savez très bien comment je le pense. Mais Pierre-Emile Højbjerg est en tête quand même des classements de passes tentées. 470 tentés en Ligue 1, je parle, et 444 réussis de ballons récupérés, 40 et d'interceptions 15 en Ligue 1 cette saison. C'est le premier à tous les stats selon l'OM. Je continue peut-être sur les stats. Non, d'abord on va sur les compos. Allez, les compos probables du côté de l'équipe. Et vous le voyez, du côté de l'OM, c'est assez particulier. Alors, je vous fais la compo. On a Rulli au gardien, bien sûr. Murillo à droite, c'est pas particulier. Brassy à gauche qui remplace Merlin. Bien sûr, vous le savez très bien, encore absent pour blessure. Cornelius en défense, ça change rien. Par contre, là, il nous a mis Højbjerg. Donc, du côté de l'équipe, on nous met Højbjerg, capitaine, qui récupère le brassard de Balerdi, suspendu après son carton rouge face à Lyon, mais en défense centrale. C'est pas Kondogbia qui est en défense centrale, puisque Kondogbia est devant, à côté de Koné. Alors pourquoi ils mettent Højbjerg? Vous allez le voir du côté de l'équipe, je vais vous lire l'article du côté système tactique qui a été mis en place avec l'équipe qui nous détaille plus ou moins la mise en place qui s'est déroulée les derniers jours. Du côté du milieu de terrain, je reviens sur le milieu de terrain, Kondogbia côté droit, Ismaël Koné avec Amin Harit, côté droit de l'attaque avec Greenwood, côté gauche Luis Enrique et en pointe Eli Wahi. Du côté des absents, on a Balerdi suspendu, on a Beimo Maïté et Merlin et Valentin Rongier qui sont blessés. Et pour les autres qui ne sont pas là, ça serait du choix. Sinon, sur le banc, nous avons Delange, Ulysse Garcia, Lirola, Mbemba. Ils se sont trompés là. Du côté de l'équipe, je sais pas, ils ont mis Mbemba remplaçant. Bon, à mon avis, Mbemba, ils se sont trompés. Hein, ils ont pété un câble. Niakosis, Sparagna. Ah, ils ont mis à choisir. D'accord, ils ont mis à choisir. Ils sont pas sûrs encore du groupe. Je ne pense pas qu'Mbemba sera choisi. Sparagna, Bacola, Lafont, Rabiot. Et oui, il sera sûrement dans le groupe demain. Ou aujourd'hui, plutôt à l'heure où vous me regardez la vidéo plutôt. Kylian Abdallah, Carboni, qu'on n'a pas encore vu à l'œuvre plus que 10-15 minutes par-ci par-là. Donc en espérant qu'il ait du temps de jeu si ça se passe bien du côté de Strasbourg. Mopé en remplaçant. Moumbagna. Ils ne sont pas mis à jour. Moumbagna, il est blessé depuis 1 mois. Il faudrait le mettre quand même dans les blessés. Je ne sais pas, l'équipe. Si vous me regardez là, regardez bien. Au lieu de faire des bafouillements là, sur des jeux de mots à 12 ans ou 13 ans d'âge, faites plutôt votre travail. Moumbagna, il est blessé. Je ne sais pas si vous savez. Et Jonathan Rowe et Enzo Sternal. Du côté de Strasbourg maintenant. Parlons de Strasbourg. Alors Strasbourg, ils ont une équipe particulière, comme je vous l'ai dit, très très jeune. Petrovic, le gardien prêté par Chelsea. Morera, ancien lyonnais, passé aussi par Chelsea si je ne me trompe pas. Dites-moi si je me trompe. Mamsar, alors je ne sais plus si c'est lequel de Sarr. Sedousso, c'est l'ancien stéphanois. Guéladoué, un joueur que j'aurais aimé, pourquoi pas, dans nos pistes, sur le côté droit de la défense. Un latéral droit qui me plaît plus ou moins. Ancien de Rennes, qui nous avait fait mal l'année dernière. Donc Guéladoué, le frère de l'autre qui est parti chez les Puputes. Doucouré devant la défense avec, attention à lui, le Brésilien André Santos qui fait un début de saison assez pétaradant. Je ne sais pas si ça se dit, mais je trouve que ça sonne bien. Avec Habib Diarra devant lui, le capitaine. Nanasi à gauche, le Suédois qui, pour sa première saison,
est plutôt dans un bon début de saison, comme Santos, il a marqué 3 buts. Bakwa à droite, un bon joueur, assez élégant de son pied gauche. Il est même, je crois, ambidextre des deux pieds, donc assez élégant dans les dribbles. Attention à lui, c'est très jeune aussi. Et Emega, le néerlandais, un attaquant assez grande taille, qui va très vite, assez physique, même s'il est grand et il est fin, mais il est assez physique. Il peut jouer pivot, il peut jouer en pointe à faire la profondeur. Attention à lui, Emega, qui est aussi à 3 buts. Alors pourquoi je vous dis 3 buts, 3 buts, 3 buts? Parce que ça nous fait un trio à 3 buts pour 9 buts sur les 11 buts marqués avec Strasbourg. Alors pour Strasbourg, les remplaçants, les absences, il n'y a pas vraiment de grosses absences, mis à part peut-être Saïd Dion qui est blessé en ce moment. Les autres, c'est des choix du coach. On va regarder d'abord, avant de partir sur le focus et un petit sujet que j'ai mis en place, on va partir sur la compo de la Provence qui est tout à fait différente. Alors dites-moi ce que vous en pensez par rapport à Højbjerg en défense. Dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, partons du côté de la Provence. Alors la compo de Strasbourg, je vous la mets vite fait, c'est plus ou moins la même, mais on va se concentrer sur la compo qui nous intéresse, celle de l'OM. Rouille au gardien, Murillo à droite, ça ne change pas, Brassier à gauche, ça ne change pas. Par contre, là, ça change, c'est Cornelius à côté de Kondogbia. Kondogbia, on l'a déjà vu sur 2 matchs en défense centrale. Cette fois, on va le voir, pourquoi pas en titulaire. Je pense que la Provence sera plus près de la vérité. Après, peut-être que l'équipe a vu quelque chose de spécial. On va voir ça ensemble. Højbjerg en capitaine au milieu de terrain, à côté de Koné. Aminarit en meneur de jeu, ou plutôt numéro 10 si vous voulez, derrière les attaquants, que seront Greenwood à droite, Enrique à gauche et Wai en concurrence avec Neil Maupay. Du côté des absents, on a Mumbagna blessé. Donc, eux, ils le mettent du côté de la Provence. Ils font bien leur travail. Merlin, Blanco. On avait oublié Blanco, j'avais oublié. Meite, le choix du coach qui est absent. Non, il est blessé, pardon, excusez-moi. Rongier blessé aussi. Balerdi suspendu. Et Mbemba en choix. Voilà, donc là, on est bien. Du côté des remplaçants, on a Delange, Garcia, Lirola, Rabiot, Bacola, Lafont, Carboni, Jonathan Roux, Enzo Sternal, Kylian Andala, Neil Maupay ou Wai. Donc, ça se jouera entre les deux. Pour la suspension encore de carton jaune, petite précision, si Brassier et De Zerbi prennent un carton jaune, même le coach s'il prend un carton jaune, eh ben, ils seront suspendus pour le prochain match. Et ben, pour le prochain match, ça sera contre Angers, logiquement. Allez, j'enchaîne les amis avec maintenant le sujet que je voulais aborder avec vous. Donc on a parlé juste avant des 3 buteurs. Les 3 buteurs, le trio en feu. Attention à Emega, comme je vous l'ai dit. Un petit peu particulier cet attaquant, très grand de taille, mais très bon de vitesse. Ça peut le faire aussi. Il est très très fort en vitesse, très fort de pas mal de la tête. Il est aussi en pivot, il est pas mal aussi. Donc c'est un attaquant, attention à surveiller, qui a une efficacité assez certaine. 3 buts en début de saison en 5 rencontres. C'est pas mal pour Emega qui a une passe décisive en plus dans son ratio. Du côté de Santos, c'est plutôt lui que je veux viser dans mon focus parce que je vais le mettre en concurrence. Pourquoi pas avec un joueur marseillais, vous allez voir lequel. Donc Santos, attention à lui. Il fait un début de saison assez pétaradin, comme je l'ai dit. Il est assez efficace et il me fait penser à un joueur. Alors certains vont me dire, mais qu'est-ce que tu dis? Tu dis n'importe quoi, Seb. J'ai regardé quand même quelques vidéos, j'ai regardé quelques passages de match. Je me suis quand même informé sur cette rencontre-là. Et il me fait penser, toute proportion gardée, à un joueur qu'on avait dans notre effectif. Quand ça allait mal, il y a pratiquement 10 ans, c'était Lassana Diarra. Un petit peu un profil comme ça, qui part de loin sur le terrain, parce que c'est un milieu de terrain récupérateur, voire relayeur par moment, mais qui part de loin et qui peut amener ce ballon vers l'avant. C'est pas un buteur, c'est pas un passeur de base, mais là, il a la réussite, il marque 3 buts, il n'a pas de passe décisive. Et dans ses passes, il peut être dans la création de buts, bien sûr. Il est assez efficace dans ses actions à chaque fois qu'il a le ballon. Il le perd pratiquement pas. C'est un joueur comme Lassana Diarra qui me fait penser un peu à ce style de joueur. Peut-être un peu plus physique. Il fait 1m80 alors que Lassana Diarra était plus petit, je crois 1m72, 73 peut-être, je sais plus. Dites-moi la taille exacte. Mais il me fait penser un peu ce joueur-là. Alors ça n'a rien à voir. Il est brésilien. Lassana Diarra était français si je me souviens bien. Il est encore jeune, il n'a pas encore prouvé. Alors que Lassana Diarra, quand il arrive chez nous, il avait déjà prouvé ailleurs, à Arsenal, au Real et tout, et machin. Mais en tout cas, il me fait penser à ce style de joueur qui, quand il a le ballon, c'est vachement compliqué de lui prendre. Et même dans la récupération de balle, il est assez intéressant. Alors, il est plus pied droit que pied gauche, mais il a marqué 2 buts de pied gauche cette saison avec 1 but de la tête. Voilà pour Santos qu'on mettra en concurrence avec un joueur marseillais. Du côté de Nanasi, je ne connaissais pas ce joueur. Même, je vais vous dire, Santos, depuis l'année dernière, je le connais à peine parce qu'il est arrivé en janvier. Voilà. Mais sinon, je ne le connaissais pas avant. Emega, c'est pareil, c'est des jeunes joueurs. Emega, je crois qu'il a 21 ans. Santos, il a que 20 ans. Et Nanasi, je crois qu'il a 21 ou 22 ans. Vous voyez, c'est très jeune. Nanasi, c'est un Suédois. Un attaquant suédois ailier gauche qui me fait penser à un profil. Alors, vous allez me dire, si je me trompe, je ne l'ai pas assez vu peut-être, un peu à la... bon, Forsberg, c'est pas vraiment un milieu ailier gauche qui peut jouer ailier gauche. C'est plutôt un milieu offensif central. Mais il fait penser un petit peu à ce style-là de joueur qui n'est pas très rapide, avec le ballon et même sur le ballon. Mais par contre, il a une technique sûre. Il a une technique sûre
un peu à la paillette, toute proportion gardée, vous voyez ce que je veux dire? Quand il part côté gauche et qu'il repique dans l'axe, il peut décaler, peut faire une passe décisive, peut faire une frappe. Il a une bonne qualité de frappe, bonne qualité de pied droit. Attention à lui, peut-être sur les coups de pied arrêtés, j'ai pas vu si c'était lui qui tirait les coups de pied arrêtés. Attention à Nanasi dans les passes pour la surface, quand il sera dans la surface, et le jeu qui créera, pardon. Maintenant, partons sur le sujet que je voulais aborder avec vous. Je vais faire 2 duels. Alors pourquoi, vous allez me dire, pourquoi tu fais 2 duels, Seb? Parce qu'il y a un duel par rapport à la compo de l'équipe. Si Højbjerg est en défense, eh ben, je ne vais pas le mettre en concurrence avec ce joueur-là. Par contre, s'il est en défense, eh ben, je vais en parler tout seul. On va voir ce que je vais dire. Donc le duel, mon focus. Mon premier focus, ça serait par rapport à la compo de la Provence. Si Højbjerg est au milieu de terrain, il sera en concurrence. Face à lui, il aura André Santos. Et j'aimerais voir un petit peu ce que donnera Pierre-Emile Højbjerg face à un joueur qui est en pleine bourre. Donc il est en pleine bourre, Santos, et il a beaucoup de facilité à garder le ballon. Et j'espère que Højbjerg prendra le dessus grâce à son expérience, grâce à sa science du jeu, grâce à son physique, parce qu'il est vachement imposant quand même, Højbjerg. Et j'aimerais bien faire ce focus-là dans la rencontre. Je vous ferai une petite analyse quand on fera le débrief à froid ensemble le lendemain, donc demain matin. Normalement, on se fera un débrief à froid. Vous savez très bien, on donnera nos notes en fin de live sur cette page-là. Voilà, donc on sera ensemble à partir de peut-être 11h, 11h30 ou 10h, 10h30, je ne sais pas, c'est vous qui choisissez. Allez, j'enchaîne avec ce focus-là et je le mets en deuxième focus, Højbjerg en défense. Là, si on est avec Højbjerg en défense comme la compo de l'équipe, je verrai à faire un focus juste sur Højbjerg, comment il fonctionne en défense. S'il est bon, s'il n'est pas bon, si il a tous ses automatismes avec à côté de lui Cornelius, si ça fonctionne bien et si ça ne fonctionne pas, ben je le dirai. Je n'hésiterai pas à enfoncer Højbjerg gentiment mais sûrement avec des arguments. Voilà les amis, et maintenant partons sur les stats et après on partira sur la presse. Allez, on y va. L'OM n'avait plus connu meilleur démarrage du championnat à l'extérieur en Ligue 1 depuis la saison 2012-2013 avec Ilibop, 3 victoires. En cas de victoire à Strasbourg, Roberto De Zerbi serait le seul coach de l'histoire olympienne à réaliser un sans faute lors des 4 premiers déplacements du championnat. Donc dans l'histoire olympienne, De Zerbi, ça serait le seul coach à gagner 4 matchs à l'extérieur pour commencer le championnat. C'est assez fantastique. L'OM n'a plus connu la défaite contre Strasbourg depuis 17 matchs dans l'élite, soit depuis 2005. 8 victoires, 9 nuls, restant sur une série de 4 matchs nuls. Donc si on gagne, ça ferait la 9e victoire, donc 9-9. C'est parfait. Je continue. Les hommes de De Zerbi ont mené au score durant 272 minutes cette saison. Aucune formation ne fait mieux. Strasbourg, 202 minutes. C'est pas mal, hein, Strasbourg, quand même. Attends, je bois un coup. Allez, c'est parti. Avec 57% de pénaltys stoppés depuis la saison 2019-2020, Geronimo Rulli, donc 4 sur 7 pénaltys arrêtés, est le meilleur portier en la matière en Ligue 1. Peut-être pas du monde, parce que n'oublions pas le gardien qu'on parlait juste avant, argentin. D'ailleurs, c'est peut-être une spécialité argentine d'arrêter les pénaux, mais il est quand même le meilleur portier en la matière sur les pénaux en Ligue 1. L'OM a toujours enchaîné une victoire après un succès marseillais à Lyon en championnat 8 fois. Avec 2,6 points par match, l'OM est la 3e meilleure équipe des 5 grands championnats après le FC Barcelone et le Bayern, 3 points par match, ex-aequo avec Paris et Monaco. Oui, mais Monaco et Paris viennent de gagner, donc pour l'instant on est derrière. Malheureusement, c'était les stats avant qu'ils gagnent leur rencontre, je pense. Un tir sur 4 et un but à l'OM cette saison. Attends, un tir sur 4 est un but à l'OM cette saison. C'est-à-dire que sur 4 tirs, il aurait dû mettre. Sur 4 tirs, l'OM marque à chaque fois. Un but. Voilà, c'est ce qu'il aurait dû mettre. Voilà, c'était plus précis, je pense. Aucune équipe des 5 grands championnats n'est plus réaliste. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est ce qui nous sauve ce début de saison. Même si on n'est pas dégueulasse dans le jeu, je veux dire. On a quand même beaucoup subi par moment. Voilà, contre Lyon, on a beaucoup subi. Contre Nice, on a eu quand même beaucoup d'occasions face à nous. Et au-delà de ça, on a été efficace. Et c'est ce qui nous permet d'être, voilà, avec ces résultats pour l'instant. Mais on s'est créé ces occasions pour se mettre dans cette efficacité, dans cette position d'être efficace aussi. Et on a des joueurs de qualité, donc c'est peut-être pour ça qu'on est efficace. Je continue. Strasbourg, 52,5% et l'OM, 50,3% sont les deux équipes qui cadrent le mieux leur frappe dans le Big Five européen. Vous voyez, c'est la qualité des joueurs. Luis Enrique est le 7e joueur le plus décisif des 5 grands championnats, 3 buts, 3 passes décisives. Marseille est l'équipe du championnat qui a compté le plus souvent, 13 points, après 5 journées, 10 fois, devançant Paris 9 fois et Monaco 8 fois. Avec 13 points sur 15 possibles, l'OM a 72% de chances de terminer sur le podium en fin de saison. Bon, on est en début de saison, même si moi je crois toujours au titre dès qu'on commence un championnat, peu importe l'équipe qu'on a, mais c'est encore tôt de se lancer sur ce pourcentage-là.
C'est pas grave, on le prend quand même. Avec Willy Delageux au sifflet, l'OM a gagné 3 fois de ses 7 déplacements. C'est pas terrible. 3 matchs nuls et une défaite. On n'a perdu qu'une fois. 2 de ces 3 pénaltys sifflés ont été en faveur de l'OM. Il est l'un des arbitres sanctionnant le moins les Olympiens avec 1,84 cartons par match de moyenne. Donc, en gros, il nous réussit plus ou moins. Voilà, les amis, Willy Delageux au sifflet ce soir. Allez, les amis, on va sur quoi? On va sur le point presse et on y va dès que je trouve la transition que je mets jamais en place. On y va tout de suite. Ouais, c'est le point presse. Alors, je vous montre, c'est l'équipe. Alors, certains vont me dire, mais arrête l'équipe, Messi est là. Je m'en fous de ce qu'ils sont dit, franchement. C'est des gamines, c'est des gamins, c'est des gamins. Moi, j'ai pas le temps de m'amuser avec ces petites boutades de jeux de mots de merde, là. Donc, oui, il y a bien sûr des merdes, mais c'est pas grave. Allez, on va lire l'article, on va voir comment c'est décrypté. On va voir un petit peu les informations du côté de l'équipe, ce qu'ils nous disent par rapport à leurs compos qu'ils ont mis en place. Et on y va tout de suite. Alors, par contre, le format, il va être comme ça. Voilà. Donc, m'en voulez pas, je vais vous le lire. N'hésitez pas à me dire si vous n'arrivez pas à lire. Sinon, bah tant pis, je vous le lis quand même. À l'Est, gardez le cap. Après 3 victoires d'affilée qui les maintiennent dans le rythme du PSG, les Marseillais veulent enchaîner à Strasbourg malgré les absences. Pour ceux qui auraient raté un épisode, ou plutôt 3, posons le décor d'entrée. Après un deuxième carton jaune sévère qui a fait perdre les nerfs à Mehdi Benassia, ils en rajoutent une couche du côté de l'équipe. Et malgré une tentative désespérée de ses dirigeants auprès de la commission de discipline de faire annuler leur carton, Milano Ballardi sera suspendu ce soir à Strasbourg. Et c'est un sujet qui a beaucoup occupé la semaine marseillaise. Pendant que les supporters sont persuadés qu'on en veut à leur club, bon, ferme ta bouche, hein, là ça m'énerve, ce qui n'est pas une impression exclusivement marseillaise, Roberto De Zerbi a en 11 à aligner et il commence à être habitué à revoir sa ligne arrière, puisqu'il va lancer sa 6e composition défensive en 6 journées. Quant à Malin, touché à une cuisse, n'est pas rétabli et cette semaine, ce sont Bamo Maïté et Valentin Rongier, tous deux victimes de problèmes musculaires qui ont dû renoncer au voyage en Alsace. Le cas de l'ancien Nantais, donc Merlin, n'inspire pas trop d'inquiétude. Il devrait reprendre l'entraînement collectif la semaine prochaine. En attendant, De Zerbi, qui se méfie de ce déplacement, se retrouve donc avec un choix limité en défense, même s'il récupère Derek Cornelius, suspendu à Lyon. Après un match plein de solidarité et d'efficacité contre l'OL 3-2, l'Italien a la possibilité de ne faire qu'un changement derrière en remplaçant Ballardi par le Canadien à côté de Geoffrey Kondogbia en charnière. Mais il aura alors une défense composée aux 3/4 de gauchers, avec Cornelius, Kondogbia et Brassier, ce qui n'est pas rédhibitoire mais pas idéal non plus pour un technicien qui accorde une importance énorme aux sorties de balles très bas. Donc c'est par rapport en fait aux gauchers qu'il y aurait dans notre défense. Si l'équipe nous met Højbjerg à la place de Kondogbia, c'est pour ajouter un droitier. Parce que du côté de notre charnière, on aurait Cornelius qui est gaucher, on aurait Kondogbia qui est gaucher et Brassier qui est gaucher côté gauche. Et derrière, on n'aurait que Murillo droitier dans notre défense à 4. Alors que si on les écoute du côté de l'équipe, ils nous mettent Højbjerg, donc ça nous ferait 2-2. 2 droitiers, 2 gauchers. Je continue. Højbjerg testé en défense. Lors des dernières mises en place, c'est donc le droitier Pierre-Emile Højbjerg qui épaulait Cornelius en charnière. Donc ils l'ont vu à l'entraînement quand il y a eu des mises en place dernièrement, dans les derniers jours. Ils ont vu ça du côté de l'équipe. Ils ont vu que Pierre-Emile Højbjerg était placé à côté de Cornelius. Peut-être ça va être le cas. Peut-être que c'était juste pour tromper la presse. Voilà. Donc je continue. Dans un repositionnement que De Zerbi évoquait lui-même vendredi. Comme Kondogbia, Højbjerg peut jouer derrière. Il l'a fait contre Nice 2-0 le 14 septembre. Après l'exclusion du Cornelius, il a été très bon. Avoir un milieu de terrain en défense t'aide dans les sorties de ballon et ils défendent aussi très bien. On va les revoir en défense. L'autre ballottage concerne le poste d'avancante où Eli Wahi n'a pas encore convaincu. L'ex-Montpellierin qui n'a que 21 ans, et le club a investi sur lui 25 millions €, il pourrait donc avoir droit à un peu de patience. Dans le cas contraire, Neil Maupay est prêt. Donc Neil Maupay est prêt. Donc est-ce que Wahi va jouer titulaire? Moi, je pense qu'on va repartir sur Wahi. Il va lui redonner encore une chance, et après on verra selon ce que ça donne, parce que si Wahi continue, à mon avis, la prochaine, contre Angers à domicile, Maupay débutera. Si ça ne se passe pas pour Wahi, je souhaite que ça se passe bien, je touche du bois pour lui. Et pour la défense, je vous pose une question, tiens, avant qu'on passe sur l'autre article en dessous. Qui voyez-vous en défense à côté de Cornelius? Est-ce que vous voyez Brassier Cornelius, Lirola Murillo, pourquoi pas, ça peut le faire. Et Kondogbia, Højbjerg devant, ça peut le faire, Lirola titulaire. Ou alors, comme ils ont mis l'équipe, Højbjerg en défense, ou alors comme la Provence, Kondogbia en défense. Qui voyez-vous dans la charnière centrale à côté de Cornelius? C'est surtout la question qu'on se pose. Est-ce que vous voyez Brassier, Højbjerg ou Kondogbia en charnière, dans les deux devant le gardien, à la place de Ballardi absent? Qui voyez-vous? Højbjerg, Kondogbia ou Brassier, avec Cornelius bien sûr. Allez, je lis la suite les amis. Je lis la suite.
le collectif au cœur du jeu. Donc on l'a vu la compo, je vous la remonte pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Voilà, et on part sur l'article qui concerne le jeu. Le collectif au cœur du jeu. Réputé comme un coach qui place le jeu au centre de ses idées, Roberto De Zerbi a déjà profondément influencé l'OM depuis son arrivée. Mason Greenwood, ici en train de frapper face à Nice 2-0, le 14 septembre, a déjà marqué 5 buts avec l'OM. Donc là on le voit, il y a toujours un carré au milieu. Quand on est donc en possession du ballon. Voilà, donc on le voit là, le dégagement, c'était contre Brest, le dégagement de Rouli qui va dégager sur Henrique qui se retrouve tout seul. Là, vous vous en souvenez de cette action-là? Donc Henrique, je vous le montre avec la palette que je vous fais maintenant. Regardez, Henrique est tout seul ici. Il y a Rouli qui va dégager entre les deux défenseurs, il va donner à Henrique. Henrique va prolonger le ballon sur Aminarit qui va se retrouver tout seul. Et Aminarit va lancer sur, comment il s'appelle, Greenwood qui va frapper au but et qui va marquer. Vous vous en souvenez de cette action? C'était le premier but de la saison. Allez, je vous lis l'article. Mathias Ribeiro. Le 29 juin, jour de la signature de Roberto De Zerbi à l'OM, le club phocéen est instantanément devenu l'une des attractions majeures des disciples du jeu qui foisonnent en Europe. Connu pour son style attractif et ses principes audacieux, le technicien italien de 45 ans est, entre autres, considéré par Pep Guardiola lui-même comme l'un des meilleurs entraîneurs, les entraîneurs les plus influents des 20 dernières années. Un mois après le début de saison et 5 rencontres de championnat disputées, coup d'œil sur ses premiers rapports. Premier apport, par rapport. Entre jeu court et long. Pour beaucoup, le football prôné par De Zerbi rime avec jeu court et combinaison au corps du jeu. Une idée qui est aujourd'hui déjà possible de vérifier, puisque l'OM, qui présente le 4e meilleur taux de possession de Ligue 1, 57% de possession, est déjà l'équipe qui tente et réussit le plus de passes courtes du championnat derrière le PSG. Une tendance qui, couplée au 4-2-3-1, qui se révèle en réalité plus souvent sous la forme d'un 3-4-3, permet aux Marseillais de progresser rapidement sur le terrain. Pour ce faire, Luis Enrique, ailier gauche théorique, vient former un carré dans l'axe aux côtés de 3 autres milieux, le plus souvent Harit, Højbjerg et Kondogbia. Dans le même temps, un de les latéraux se projette en poste d'ailier. Néanmoins, cet OM ne reste pas accroché à son dogme coûte que coûte, alors qu'elle est l'avant-dernière équipe de Ligue 1 au nombre de passes longues tentées juste devant Nice. Sa relance offre ainsi une place importante au long ballon. Une variation possible grâce à la volonté de ressortir court qui attire des joueurs adverses proches de leur surface, ce qui permet de libérer des espaces un cran plus haut. Un constat qui prouve que malgré des idées fortes et établies, l'ambition première de l'OM est avant tout de se projeter rapidement, qu'importe la manière. De Zerbi lui-même, avant de recevoir Reims 2 buts partout le 25 août, le jeu n'est pas fait pour être beau, mais pour que les résultats soient plus faciles à obtenir. Et on le voit, le fameux carré que je vous ai expliqué. Voilà, donc le fameux jeu. Alors, il y a les inscriptions en dessous. Le carré de l'OM au milieu, formé grâce au déplacement intérieur de Luis Enrique. 2, on est au 2? Alors, le 2, c'est là, course et complémentarité. On continue. Course et complémentarité pour le 2 que vous voyez en dessous. Dans le dernier tiers, l'OM est une équipe qui compte sur les courses de chacun pour créer des différences et des décalages. Un procédé qui tombe sous le sens quand le but commun est d'ouvrir des espaces, qu'il faut donc attaquer ensuite, mais qui semble déjà particulièrement efficace grâce à la complicité qu'affichent certains joueurs. C'est ainsi notamment qu'Eli Wahi, un but, pourtant maladroit devant le but depuis le début de la saison, s'est rendu particulièrement précieux à Toulouse, 3-1, ou que Neal Maupay a soigné sa première face à Nice 2-0. Une complémentarité dans les appels qui offre aux offensifs des situations favorables et qui permet à l'OM, 15 buts inscrits, d'être jusqu'ici la 4e meilleure attaque des 5 grands championnats, derrière le FC Barcelone, PSG, Bayern Munich, 16 buts. Un chiffre qu'il faut cependant pondérer avec la forte réussite marseillaise qui a inscrit 6 buts de plus que ce que prédisent ses expected goals cette saison en Ligue 1, 8,91. Quoi qu'il en soit, si l'efficacité est un jour amenée à fuir, l'OM pourra toujours compter sur l'intelligence et le volume de jeu de ses offensifs pour tenter de relancer la machine. De toute façon, selon les principes de De Zerbi, la tête et le jeu ne peuvent pas aller l'un sans l'autre. Il reste quoi derrière? C'est tout. Voilà, donc vous avez la fiche 2. Alors que les Marseillais, vous voyez De Zerbi qui donne une consigne, alors que les Marseillais décrochent pour faire sortir les Niçois, De Zerbi demande à Rouli d'allonger vers Murillo et Maupay, alors en 2 contre 2. Donc là, on voit Rouli avec le ballon ici à gauche. Et vous voyez qu'il va allonger sur Murillo, ici devant à droite, et Maupay. Ça, c'était sur le but qui va être refusé à Neal Maupay. Vous vous en souvenez? C'est en début de match. Il y a un dégagement de Rouli qui arrive sur la tête de Murillo. Murillo va la décaler pour Maupay, mais il est en position de hors-jeu. Il va marquer son but, mais il est scellé hors-jeu. Il va pas être accordé. Je continue.
Face à Nice, Luis Enrique a pu marquer grâce aux courses de Murillo et Mopé qui ont aspiré Abdelmomen et Dante, ce qui a libéré Harit et ouvert la voie à l'ailier de l'OM. Oui, comme vous le voyez, là, je vais vous le montrer. Donc, on a Enrique qui a le ballon ici, vous voyez. Enrique qui va repiquer dans l'axe. Vous vous en souvenez de l'action, il va mettre une lucarne. Donc là, on a Murillo et on a Mopé qui fait un appel au premier poteau pour attirer le premier défenseur qui est ici et Dante qui va arriver à suivre Mopé ici. Il va le suivre ici. Et lui, Abdelmomen, va suivre pour Murillo, qui va venir ici. Vous comprenez? Derrière, Harit va se retrouver tout seul à la place de Dante ici. Donc, quand il va faire la passe, Enrique à Harit va pouvoir lui remettre en plat du pied. Et Harit va enchaîner la frappe pleine lucarne. Voilà comment ça a fonctionné. Le petit mouvement avec les courses qui aspirent l'adversaire. Il y a les passes qui aspirent l'adversaire, comme on l'a vu dans la phase d'avant. Mais il y a aussi les courses, comme vous le voyez ici. Voilà un petit peu le jeu prôné par De Zerbi, mais on le connaissait déjà avant, on l'avait déjà plus ou moins détaillé en live. C'est pas grave, ça fait toujours plaisir de faire un petit schéma tactique assez rapide. Maintenant, parlons de nos adversaires. Et oui, parce que c'est intéressant aussi, nos adversaires, on va voir un petit peu ce qu'ils nous disent. C'est très rapide, mais très intéressant. J'ai lu plus ou moins tout à l'heure. Le danger peut venir de partout. Ça, attention, c'est par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il recherche de la vitesse, de l'intensité avec cette jeunesse-là. Il est inventif ce coach-là, anglais, Liam Rosenior, je ne connaissais pas. Et il demande d'avoir des joueurs vachement polyvalents. Il ne les laisse pas qu'à leur place. Il peut être latéral gauche, il peut être ailier gauche, un petit peu comme De Zerbi, ça y ressemble. Un peu inventif, un peu particulier ce coach-là, qui est tout nouveau, hein, tout neuf dans le football. Il a que 40 ans. Il a eu quelques saisons en Championship avec Hull City. Ça n'avait pas très bien fonctionné, il était en milieu de tableau. Mais maintenant, en Ligue 1, c'est plutôt pas mal, même s'il est au milieu de tableau aussi. C'est plutôt pas mal, il marque beaucoup de buts avec sa jeune équipe. Allez, je lis ça et il y a une petite stat intéressante là sur Emmanuel Emega. Je vous ai dit attention à cet attaquant-là. Il a obtenu 8 grosses occasions avec Strasbourg cette saison en Ligue 1, plus que tout autre joueur. 3 d'entre elles ont été converties en buts. Il a marqué 3 buts. Allez, je vous lis ça. Liam Rosenior, donc le coach de Strasbourg, l'inventif entraîneur de Strasbourg, s'illustre en demandant un dépassement de fonction important à la plupart de ses hommes. Il a fallu peu de temps pour comprendre que Liam Rosenior s'impose comme un nouvel entraîneur novateur. Nommé le 25 juillet à Strasbourg, l'anglais de 40 ans avait dirigé sa nouvelle équipe à peine 3 jours plus tard, lors d'un amical contre Karlsruhe 1-4. On y avait observé des principes de jeu radicaux, déséquilibre assuré, assumé, recherche de verticalité, possession accrue, et aussi certains positionnements surprenants. Donc, attention, parce que qui dit jeunesse, comme je vous l'ai dit, c'est naïveté. C'est pour ça qu'ils encaissent aussi pas mal de buts. Attention à ça, on peut les trouver. Et nous, on est vachement efficaces. Ça peut s'enchaîner. Hein. Ça peut faire comme Brest ou Toulouse. On peut enchaîner les buts si tout match bien. Je parle pour l'OM, bien sûr. Ainsi, le latéral droit Frédéric Gilbert venait apporter le surnombre au milieu, dans un rôle très axial lorsque l'équipe possédait le ballon. Ça fait penser un peu à Merlin en début de saison. Merlin, il n'était pas ailier gauche quand on faisait les premiers systèmes tactiques. Dans les matchs de prépa, vous vous en souvenez, Merlin, il se mettait en tant que milieu. Et on avait un milieu de terrain qui montait d'un cran. Merlin venait devant la défense. Cette fois, Merlin, quand il sera revenu, il sera en position d'ailier et ça sera Enrique qui repiquera dans l'axe pour être un autre créateur offensif. Je continue. Je cherche à mettre des profils différents dans des zones inhabituelles, expliquait-il alors. Des profils qui s'adaptent bien à la structure et au tempo du match. Le symbole de ces joueurs n'évoluant pas à leur poste préférentiel s'appelle Diego Moreira. Le Portugais, entrevu à Lyon, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, dans un rôle très avancé, je crois qu'il était ailier, joue le plus souvent latéral gauche. Vous voyez là, il est latéral gauche. C'est comme si que Enrique était latéral gauche. On peut le voir chez nous. D'ailleurs, on l'a vu. Hein. Quand on était à 10 contre Lyon, on l'a vu, Enrique en arrière latéral gauche. À Lille, 3 buts partout. Le 21 septembre, l'équipe qui a souvent eu le contrôle du jeu, 64% de possession, il fut bien le pendant de Guéladoué dans le 4-2-3-1 des Alsaciens. Donc le 4, donc il était Guéladoué à droite, et Diego Moreira à gauche. Avec une application défensive bienvenue, 6 ballons récupérés, record des siens. Mais aussi 2 passes clés, dont une décisive pour Emmanuel Emega, donc le buteur qu'on a cité tout à l'heure. Il a un positionnement unique, il a fait de bonnes choses lors des derniers matchs, a observé son entraîneur dans le Nord. Face à Angers, un but partout le 15 septembre, le joueur, acheté 8 millions d'euros à Chelsea, a rempli une mission plus offensive. Ah, je crois qu'il était prêté. Très haut dans son couloir gauche, au sein de l'original 3-3-3-1. Il avait notamment donné 12 passes dans le dernier tiers, record de son équipe, et effectué 4 centres. Sans oublier de défendre quand la qualité du match l'exigeait, 4 tacles, 4 dégagements et 5 récupérations. Donc c'est un joueur qui est jeune, il a du coffre. Hein. Donc il peut faire les allers-retours et peut-être qu'au bout d'un moment, il ne le fera pas contre nous parce qu'on a des joueurs aussi assez efficaces qui vont très vite. Parce que Greenwood face à Diego Moreira, c'était peut-être le focus que j'aurais dû faire, le duel, mais ça peut faire du clash. Hein. Si Diego Moreira
se sent de monter et faire ailier gauche, il n'y a pas de souci. Dans ton dos, il y aura un petit Mason Greenwood qui va te mettre le vent et qui va marquer un but derrière toi. Un petit peu comme à ma vie avec Brest. Il était monté au-delà du milieu terrain, il a eu un peu d'espace Greenwood et il marque le premier but. Arrière droit exclusif à Rennes, Guéladoué a presque toujours joué défenseur central depuis son arrivée en Alsace. Récupérateur de formation, le jeune Pape Diong, 18 ans, évolue quasiment comme deuxième attaquant à Montpellier. Ce qui veut dire, c'est que là, les joueurs sont amenés à jouer plusieurs rôles. C'est un petit peu comme nous du côté de l'OM. Le risque de perturber ces joueurs. Le dépassement de fonction, le changement de poste au gré des matchs, concerne quasiment tous les Bleus. Cela peut aussi les perturber. Il y a parfois des incompréhensions au niveau du positionnement, mais c'est normal, cela demande du temps. Rappel, Rosignor après Angers. Mais les inventions du Rosignor Ball, donc il y a le De Zerbi Ball, il y a le Rosignor Ball, comme les tweetos surnomment sa philosophie, piègent aussi les adversaires qui laissent des espaces et des décalages qui se créent. Après 5 journées, le Racing de Strasbourg affiche la 4e attaque, 11 buts marqués. Seul le PSG 31, après 5 journées, a eu le plus d'occasions nettes que Strasbourg 21. Selon Opta, on crée beaucoup de choses. Chez nous, le danger peut venir de partout, se réjouit d'ailleurs Rosignor. Attention, du danger de partout comme il dit. Certains adoptent même leur système pour répondre aux rebuts tactiques de l'anglais, comme cela a été le cas pour Lille. C'est la première fois qu'ils l'ont fait et je vois cela comme une forme de respect, à moi de trouver les solutions, a-t-il souri après la rencontre. Si son esprit bouillonnant, régale les suiveurs du RCSA, cela ne paye pas encore. Au classement, son équipe n'a récolté que 6 points sur 15. Mais attention, comme je vous le dis, ça peut être une équipe qui nous convient parfaitement. Ça peut être un match explosif. J'aurais dû mettre un match explosif, je pense, parce que j'ai mis une affiche spectaculaire, mais je vais peut-être changer à mettre un match explosif. Ça peut être explosif, les amis. Il peut avoir pas mal de buts. Je pense qu'il va avoir pas mal de buts. Allez, on continue avec la presse. Et je voulais vous lire un petit sujet. On en a parlé dernièrement. Benassia. Je vous le lis. Si vous n'êtes pas intéressé, parce que là, je ne vais pas trop revenir sur la rencontre. À moins que vous voulez qu'on revienne sur cette page-là. N'hésitez pas à donner de la force, les amis. Mettez le like. On n'est qu'à 24. Montez la radia. Allez, on revient sur la presse. On y va. Je vous lis Benassia. Avant cela, on va voir les 3 choses à savoir sur le match. Strasbourg, c'est spectaculaire. Sur les 5 premières journées, à chaque match auquel a pris part Strasbourg, les 2 équipes ont marqué. C'est le seul club de Ligue 1 dans ce cas et aussi l'unique équipe qui a à la fois inscrit et encaissé plus de 10 buts. Et oui, c'est vrai. Il risque donc d'y avoir du spectacle ce soir contre l'OM. Deuxième attaque du championnat, les hommes de Liam Rossignol ont en effet enchaîné. Deuxième attaque du championnat, peut-être à domicile, peut-être. À sensation, dont un 3-3 à Lille et une défaite 4-3 contre Lyon. L'OM ne perd plus, on l'a déjà vu. 800 supporters, on l'a déjà vu. Donc je vais vous lire maintenant ce qui nous concerne avant tout, c'est Benassia. Et je bois ma petite gorgée, ma dernière gorgée. Je commence à avoir chaud. En fait, je voulais faire une vidéo avec la porte fermée, mais il fait trop chaud. Allez, on enchaîne, les amis. Benassia, 10 mois plus tard, direction, le conseiller sportif du club olympien se retrouve en pleine polémique arbitrale alors que l'OM se déplace à Strasbourg, là où il a commencé sa mission en novembre dernier. Donc là, ils nous font un petit bilan depuis 10 mois de Benassia. Qu'est-ce qu'il a fait de bon, qu'est-ce qu'il a fait de pas bon? Je ne l'ai pas lu, je le découvre avec vous. Je ne sais pas si ça concerne ce que je viens de dire, mais en tout cas, je le lis avec vous. Il nous parle de 10 mois plus tard, donc ça veut dire qu'ils vont faire un petit bilan. On va voir le bilan s'il est positif pour la Provence. Allez. De Strasbourg à Strasbourg. Mehdi Benassia n'aurait pas été dépaysé en déboulant ce soir à la Méno. Mais il ne sera pas du voyage marseillais. C'est pourtant ici, même que 10 mois plus tôt, au cours d'une funeste soirée pour le football, un but partout entre le RSCSA et l'OM, il a étraîné son costume de conseiller sportif du plus fada des clubs français. En 309 jours, le nouveau bras droit de Pablo Longoria, embauché en tant que prestataire de service, a déjà imprimé sa marque, imposé son style, costume cintré en coupe fraîche en dégradé. Coupe fraîche en dégradé. Brut de coffrage, rude parfois, mais aussi tout en finesse et en intelligence, à l'image de ses idées sur le marché des transferts, seulement 20% du travail, a-t-il l'habitude de dire. Reste que cet été, l'OM lui doit les arrivées de 2 poids lourds, Pierre-Emile Højbjerg et Adrien Rabiot, alors que son rôle dans la venue de Roberto De Zerbi a été majeur. En fait, les 3 plus grosses arrivées, c'est lui qui les a fait pratiquement. Si on considère que Greenwood n'est pas une des plus grosses arrivées, donc 3 des plus grosses arrivées, eh ben, ça vient des mains et de la tête de notre cher Mehdi Benassia. L'hiver dernier, c'était moins clinquant. Et avec moins de moyens aussi. Ça, il faut le rajouter. Avec Ulysse Garcia, Jean Onana, Faris Moumania et déjà Quentin Merlin, adoubé depuis par Roberto De Zerbi. Le meilleur directeur sportif avec lequel j'ai travaillé, je l'ai relayé, c'était pendant la conférence de presse de Roberto De Zerbi hier. Mais depuis dimanche,
dernier et la folle victoire contre Lyon 2 buts à 3, Benassia, 37 ans, se retrouve dans une polémique après ses propos contre l'arbitrage de Benoît Bastien à la mi-temps d'abord, puis au micro de DAZN en fin de rencontre. Une sortie qui lui vaut une convocation devant la commission de discipline, le 2 octobre, je le rappelle, de la LFP, mercredi, après saisine du Conseil national de l'éthique. Une organe dont les cris d'orfraie de son président Patrick Anton, avocat au barreau de Lyon et ancien arbitre. Il avait reçu un pavé dans son vestiaire au stade Vélodrome, la fameuse rencontre Metz, je pense, qu'on m'avait cité dans les commentaires, en septembre 1993, après la double expulsion de Basile Boli et Fabien Barthez, ont eu un certain écho. Ce dernier a dénoncé une attitude agressive et une théorie complotiste. Deux arguments balayés par l'OM et le principal intéressé qui estime avoir relevé les erreurs contre Nice, carton rouge à Cornelius qui est farfelu, oui, je le rajoute moi aussi, et face à Lyon, farfelu aussi, je trouve l'exclusion de Balerdi, sans brandir des théories fumeuses. Donc il dit ce qu'il voit, tout simplement. Il relate les faits. Factuel, comme on aime bien dire. Factuel. Il est factuel, Benassia. Des anciens footeux comme Michael Landreau lui sont tombés dessus. Ainsi, c'est un ancien footeux, Michael Landreau. C'est pas, je sais pas, qu'est-ce qu'il vend pas des piscines, lui. Ainsi que de nombreux consultants, jusqu'à évoquer des méthodes de voyous, alors que certains de ses homologues, comme Luis Campos, Coutumier Dufay ou Olivier Létang, n'ont pas eu les mêmes égards. Un traitement de faveur à l'odeur nauséabonde pour certains à l'OM, avec un léger fumé de racisme et de clubisme. C'est comme je l'avais dit dans mon petit débriefing, j'avais dit plus ou moins ces deux mots-là. Dans cette histoire, le natif de Courcouronnes a au moins gagné la considération des supporters olympiens, soulagés de voir enfin un membre de l'état-major hausser le ton pour défendre l'institution et le soutien du club. C'est comme je l'avais dit. Mehdi Benassia est un directeur sportif de très haut niveau, le meilleur avec lequel j'ai travaillé dans ma carrière en sens Roberto De Zerbi. Je suis désolé qu'il se trouve au cœur de ces polémiques. Il n'a pas besoin de moi pour se défendre, mais il s'est exprimé de manière éduquée. Il n'y a rien de mal. Si je suis ici, c'est grâce à lui et à Pablo Longoria. Je le soutiendrai toujours. Je lui dois mon arrivée, rappelle le technicien italien. Mehdi a un caractère fort et des idées claires. C'est pour ça que ça marche avec le coach, remarque Neil Maupay. Si Benassia s'est parfois demandé ce qu'il faisait là lors des 6 premiers mois, confiant en privé sa honte après la demi-finale retour contre l'Atalanta, il est aujourd'hui en phase avec ce que l'équipe propose et satisfait d'avoir réussi à changer le visage de cet OM en 3 mois seulement. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a une interview exclusive sur Bayern, sur le Bein Sport. Elle dure 10 minutes environ. Sur YouTube, vous pouvez la retrouver, de Mehdi Benassia. Elle est intéressante. Voilà, il parle de sa honte du côté de l'Atalanta quand il voit qu'on a perdu tous les duels et qu'on ne fait aucune faute, on ne prend pas de carton. Ça, il a en travers de la gorge. C'est à partir de ce moment-là que tout a été à volo pour lui. Il a dit il fallait changer quelque chose. La mentalité dans ce groupe. Quand tu viens à l'OM, tu dois avoir une mentalité de gagnant et c'est ce qu'il a changé. J'espère que ça fonctionnera. Franchement, si ça fonctionne et qu'il est le précurseur de la base de ce changement-là, je dirais bravo Mehdi Benassia si on gagne quelque chose en cette fin de saison. Peut-être que je floquerai Mehdi Benassia. Pas sur ce maillot, je ne vais pas le floquer, mais sur un autre peut-être. On verra bien. Mehdi, si t'es sage. D'ailleurs, abonne-toi, like et partage. Et commentaire et tout ce que tu veux. Et partage, oui. Et abonne-toi. Je continue. Il est très investi, notre Maupay. J'ai l'impression qu'il veut que sa carrière de dirigeant soit au même niveau que celle du joueur. Ambitieux, décrit comme un inlassable bosseur au réseau tentaculaire, Mehdi Benassia, qui a vu à l'œuvre des directeurs sportifs du calibre de Fabio Paratici, Juventus, Walter Sabatini, AS Roma, ou Matthias Sammer, pour ceux qui se souviennent, Bayern Munich, Matthias Sammer, c'est le ballon d'or rouquin, je crois, admet avoir toujours été intéressé par le recrutement. Mais ce qui lui plaît par-dessus tout, c'est le projet et sa liberté de penser. Ma liberté de penser. Bon, l'article, il relate plus ou moins ce qu'il a fait depuis 10 mois, mais pas tout exactement. Cela dit, bon, c'était sympa de le lire. Voilà, comme ça, les amis. Ça nous fait une vidéo assez conséquente. Pour ceux qui disent c'est trop long, bah tant pis pour vous. Si vous aimez Seb, eh ben, restez jusqu'au bout. D'ailleurs, il y a un petit mot de passe à la fin. Je vous remonte pour ceux qui ne connaissent pas les débriefs, comment on les fonctionne. Comment on note les joueurs, ça fonctionne comme ça. Si vous voulez voir les notes, parce qu'il y a les notes aussi que je mets après chaque live qu'on passe entre nous et qu'on note entre nous, vous avez les notes qui sont disponibles sous chaque live, pas celui-là, mais sous chaque live ou chaque vidéo. Regardez, on va sur une vidéo au hasard du dernier jour. Ici, peut-être. Voilà, on met pause. Normalement, voilà, vous avez ici, là, vous voyez dans la description, je l'ouvre un peu plus.
Voilà, vous avez une description. Merde. Voilà, vous avez une description. Il y a marqué regarde my Canva, machin, machin. Vous cliquez dessus et ça vous ouvre une page où il y a toutes les notes de tous les joueurs de l'effectif. Donc on voit que Roulier a 16,16, Brassier 5,33. C'est depuis la 3e journée. C'est depuis la 3e journée. C'est pour ça peut-être que Greenwood est à 6,66 et n'est pas plus haut. Enrique aussi. C'est depuis la 3e journée, depuis le match contre Toulouse. Si les joueurs font 30 minutes de jeu, par exemple, Jonathan Rowe n'a pas encore fait 30 minutes de jeu dans une rencontre. C'est pour ça qu'il n'a pas encore de note, malgré qu'il fait une super entrée du côté de Lyon. Voilà, on a le coach qui a 7,66. D'ailleurs, c'est lui qui a la meilleure note pour le moment. Mis à part Lirola. J'avais oublié Lirola. Mais Lirola a la meilleure note, mais il a joué qu'une mi-temps. Et il a fait une superbe, très bonne mi-temps. Excellente même contre Lyon. Une passe décisive, un but. Donc je montre vite fait. Vous avez les notes de Toulouse OM, les notes de OM Nice et les notes de Lyon OM. Le prochain match qu'on va vivre ensemble, Strasbourg-OM, il y aura les notes après le débrief. Le débrief se déroulera quand? Je vous l'ai dit, demain. Donc lundi matin, 10h30, 11h, 11h30. Dites-le moi dans les commentaires, les amis. Faites-moi votre propre compo. Je vous remontre la compo probable de cette rencontre-là selon l'équipe. Voilà, vous l'avez là. Selon la Provence, vous l'avez là. On va rester sur celle-là. Et je pense, voilà, selon moi, on aura cette compo-là. D'ailleurs, les amis, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, on vivra le match ce soir. Je vous l'ai déjà montré. Et ça se passera ici. Alors, les compos, je ne les ai pas mises à jour. Ça se passera comme ça. Il y aura les compos qui seront ici. On aura le maillot orange. Donc, vous allez voir, ça va changer. La compo de l'OM qui va arriver juste derrière. En orange, j'ai mis le 4-2-3-1. J'ai peut-être pas mis les bons joueurs. J'ai mis Lirola, latéral droit. J'ai mis Hojbjerg et Kondogbia au milieu de terrain. Ça changera. Mais dès qu'il y aura la compo, je la changerai. Je mettrai les cartons. Je mettrai tout ce qu'il faut. Je mettrai les buts au-dessus. Je mettrai le score au-dessus. Je mettrai les stats ici en direct avec le classement en direct. On ira sur les dernières infos, les dernières actus. On abordera des sujets pertinents ou pas ensemble, les amis. Et on vivra ça ensemble. Allez, je vais sur l'autre écran. Je vais sur le gros plan, j'enlève le point presse parce que c'est terminé la presse, j'enlève l'intro et on se retrouve ici pour se dire, d'abord vous mettez le petit soutien pour la chaîne, le petit like, le petit abonnement, la petite cloche, le partage c'est la flèche et le commentaire. Voilà, mettez-moi les pronostics et vos compos, vos compositions d'équipe, avec les absences bien sûr, hein. Prenez en compte les absences. Voilà les amis, je pense que j'ai fait un bon avant-match, c'est bon, 46 minutes, je suis encore tout seul malheureusement pour demain, voilà, pour le débrief je serai encore tout seul, j'attends, voilà, je commence à être impatient, je pense que je vais peut-être abandonner ce projet-là malheureusement, parce que moi je veux des personnes qui soient vraiment impliquées et qui soient là vraiment en direct avec leur trombine, j'ai pas envie d'avoir en mode radio, voilà, ça m'intéresse pas trop, peut-être que je le ferai prochainement en mode radio, mais c'est pas vraiment mon intérêt à moi. Voilà les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée. Si on ne se retrouve pas ce soir, merci à vous. Bonne journée de dimanche. Et vive le foot chez Savage Foot surtout. Et surtout, allez l'OM. Et mon prono, ça sera le mot de passe. Mon prono, ça sera le mot de passe. Voilà. Mon prono, ça sera le mot de passe. Et je dirais un petit... Ah, je vois un match à but. 4-2 pour l'OM. 4-2 pour l'OM. Allez, 4-2. Ciao, ciao, ciao.